Bonjour à tous. Bonjour à Hem, tous. il est 11 heures. Je pense qu'on va encore attendre une petite minute ou 2 avant de lancer. Voilà, et puis on va y aller. Il y a encore des gens qui rejoignent, mais je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Allez, on est parti? On commence? Vas-y Valentin, je te laisse, Ok, bonjour à tous et merci pour votre présence déjà. Alors, moi je me présente, je suis Valentin Svan, je suis lead Analytics et Digital Product chez Converteo depuis 2 ans et demi. On est 4 leads chez Converteo et dans la practice en tout cas. Et notre rôle, c'est d'être les garants de l'expertise du cabinet sur les sujets analytics. Et par sujet analytics, j'entends sujet large, on va vraiment de la partie collect, tracking, jusqu'à la partie optimisation, CRO, en passant par le dashboarding, des sujets de data quality, des sujets server-side, etc., etc. parfait, merci. Et moi donc c'est Charles, donc c'est moi qui suis responsable du produit, Synaptic. Mon background, il est plutôt consultant analytics aussi, un peu comme Valentin, et donc voilà, je serai là pour, voir un peu ce que Synaptic peut apporter sur la partie justement privacy. Ok, alors pour présenter un petit peu Converteo rapidement, alors on est un cabinet de conseil digital et data et on accompagne un grand nombre de clients, plutôt grands comptes en principe, mais on a des clients de toute taille et on les accompagne sur des sujets data, aussi bien de collecte que de médias, d'acquisition, sur des sujets plus larges de stratégie data euh, et également sur la construction de, de data lake, de grandes infrastructures data. Pour ça, on est réparti donc en 4 practices majeures. Donc, c'est donc Data Analytics et Digital Product, à la practice à laquelle j'appartiens. Et donc, comme je l'ai dit, on s'occupe essentiellement de sujets de collecte et d'optimisation CRO et de customer experience.
Néanmoins, donc on a aussi des practices data et business consulting, donc pour toute la partie stratégie data, technologie et data pour tout ce qui concerne les grands sujets d'infrastructure data, et ensuite médias SRM pour tout ce qui est acquisition, marketing automation, etc. Et on est amené à travailler, on n'est pas organisé en business unit, on est amené à travailler conjointement, parfois sur des projets où les quatre practices sont amenés à coopérer, collaborer ensemble pour servir les missions de nos clients. Donc au niveau de Synaptics, rapidement, donc l'objectif de Synaptics, c'est de s'assurer que la qualité des données qui sont récoltées par vos dispositifs internet est de qualité suffisante. Donc pour ça, en fait, le fonctionnement de base, ça va être de contrôler que tous les tags, que ce soit des tags marketing ou des tags analytics, se déclenchent bien, qu'ils se déclenchent avec les bons paramètres et qu'ils se déclenchent quand il faut. Ça veut dire s'assurer que le data layer, par exemple, contient les bonnes données sur toutes les pages. Globalement, c'est de s'assurer de la fiabilité des données pour faire très, très court. Dans ce cadre de fiabilité et de data quality, il y a tout un volet, en fait, qui concerne la privacy, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, c'est de s'assurer que la conformité RGPD que vous aurez pu avoir au moment où vous avez mis en place vos différents outils de CMP, par exemple, est bien respectée dans le temps, que les données que les partenaires avec qui vous travaillez récoltent soient celles que vous devez leur envoyer, tout ce genre de choses, en fait. Donc voilà, c'est une boîte qui existe depuis 4-5 ans maintenant, qui est en fait qui fait partie de NetVigi, qui est une entreprise qui est un peu plus ancienne. Et voilà globalement le sujet du truc. Alors, pour faire un bref récapitulatif de ce dont on va parler aujourd'hui, on va commencer par déjà un rappel du contexte, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un peu plus de 3 mois, on a eu une alerte avec des mises en demeure lancées par la CNIL. Et donc, on va faire un petit peu déjà un rappel du contexte et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ensuite, Charles vous présentera les différents risques auxquels on s'expose et comment on peut les éviter, du coup, avec un outil comme Synaptic. Et puis ensuite, on traitera d'un sujet, enfin, on abordera le sujet autour de la gouvernance, autour de la data quality, sachant que c'est un sujet très large et qu'un webinaire complet mériterait d'être organisé autour de ça. Donc, on abordera juste rapidement ce sujet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Voilà, potentiellement, on y répondra au fil du webinaire, mais n'hésitez pas à les poser. Voilà. Alors, concernant ce qui s'est passé le 10 février dernier, en gros, donc on a eu une mise en demeure de la CNIL le 10 février auprès de certains acteurs. Et dans cette mise en demeure, en fait, ce qu'a retenu la communauté Analytics, c'est GA est illégal, il faut couper GA. Alors, de mémoire, c'est jamais arrivé en ces termes. Les mises en demeure ont toujours remis en question une utilisation d'un outil et la manière dont on utilisait cet outil-là. Et donc, en fait, elle remettait en cause plus l'acteur que la solution. Alors, c'est toujours le cas hein, dans la mise en demeure si on creuse un petit peu, mais si on doit lire entre les lignes, en fait, ce qui est mis en défaut conduit à penser effectivement que bah, il y a pas ou peu d'issues pour Google Analytics. Et donc, c'est pour ça qu'on a observé en fait ce genre de conclusion dans des billets de blog et que toute la communauté s'est alertée avec ce message-là. Google Analytics est illégal. Et donc, on peut se dire que il y a un avant et un après ce 10 février où on avait avant un GA qui était plutôt assez prédominant dans le paysage Analytics. Et à partir de ce moment-là, on a chez nos clients eu des questions sur comment remplacer GA. Donc c'était la question un petit peu
brutal, comment remplacer notre outil historique par un autre outil. La réponse, elle n'est pas si simple que ça. En tout cas, ce qu'on peut juste observer aujourd'hui, c'est que ce paysage analytics, il est en train de se redessiner et de s'équilibrer, et qu'on a des acteurs qui étaient directement concurrents de GA qui regagnent un petit peu des parts de marché, et puis d'autres acteurs qui rentraient pas en confrontation directe avec Google Analytics, comme des outils de pure Product Analytics ou du X Analytics, qui, eux, sont rentrés un petit peu dans la course parce que de nouvelles opportunités se sont offertes, en fait. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, ce sont les clients, en fin de compte, qui, eux, commencent à reconsidérer, à repenser leur solution. Alors, si on s'intéresse aux questions que pose la mise en demeure, en fait, on peut voir ça sous deux aspects différents, mais qui sont intimement liés. La mise en demeure, en fait, elle parle de localisation des données. Et cette localisation des données, finalement, elle a une importance de par la législation qui est en vigueur aux États-Unis. Et donc, il faut penser ça avec cette autre boîte que sont les données personnelles, donc les PII. En gros, la législation américaine fait qu'aujourd'hui, déjà, on a un Privacy Shield qui a été invalidé par l'UE, et puis on a un contexte légal aux États-Unis qui font que les lois américaines ont un pouvoir d'extraterritorialité, et donc par la voie du Cloud Act, finalement, n'importe quelle agence de renseignement américaine peut faire ouvrir le capot d'une solution américaine qui héberge ces données sur le territoire américain ou ailleurs. Et donc là se pose la question des données personnelles qui sont stockées et qui sont accessibles par les agences de renseignement américaines. Et cette définition des données personnelles, on va voir qu'elle n'est pas toujours très claire pour tout le monde. Et donc, cette mise en demeure nous amène à nous poser la question, est-ce que je dois changer d'outil pour avoir un outil qui est hébergé au sein de l'Union européenne et être compliant, ou bien alors je peux continuer à utiliser un outil qui est situé hors de l'Union européenne, mais auquel cas je fais une croix sur l'ensemble des PII. Et donc, il y a une question qui se pose il y a des questions qui se posent sous ces deux scopes, en fait. Alors, pour se mettre en conformité, finalement, on a plusieurs cartes à jouer. Alors, on en a parlé. La première, c'est le fait de faire intervenir un nouvel outil. Alors, soit en remplacement de GA, ce qui n'est pas forcément ce que nous, on va recommander. En général, ce qu'on observe plutôt, c'est plutôt un double tracking, c'est-à-dire finalement l'envoi des données vers deux solutions. On continue à utiliser GA, mais on se double d'une roue de secours. C'était pas forcément la recommandation qu'on avait auparavant, parce que comparer les données entre elles, entre deux outils, ça n'a pas forcément de sens. Aujourd'hui, on reconsidère peut-être un petit peu plus cette recommandation, et on aurait plutôt tendance à recommander d'avoir deux tracking finalement. Alors une autre manière de se mettre en conformité, c'est de changer la manière dont on collecte. Donc déjà faire la chasse au PII, quitte à altérer son tracking et donc à réduire les possibilités de Google Analytics potentiellement, ou alors intégrer des solutions server-side. Donc là, on est toujours finalement dans la modification de sa collecte. Tout ça, c'est des efforts internes que vous pouvez opérer. Et puis ensuite, il y a les efforts externes sur lesquels vous n'avez absolument pas la main. Et là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est avoir un comportement plutôt attentiste. Et donc d'attendre que les solutions mises en cause se mettent en conformité, ou alors que la législation change, et on verra aussi que c'est quelque chose qui peut changer assez rapidement ou lentement. En tout cas, c'est cette législation-là qui offre un cadre, enfin offre entre guillemets,
dans lequel il va falloir s'intégrer. Il y a une dernière carte à jouer, c'est de prendre le problème en amont. Et là, l'idée, c'est de se mettre en conformité à travers une démarche de data quality. Alors, on sait aujourd'hui que les outils de data quality permettent un meilleur contrôle sur la donnée. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces outils-là pour entamer des démarches qui sont privacy first. Et donc, on va pouvoir avoir la main sur des sujets de gouvernance, de rôle et de responsabilité des acteurs dans les organisations. Les outils de data quality nous permettent aussi de centraliser et d'historiser l'ensemble de nos recettes, de nos crawls, de nos tests. Et puis, enfin, parce qu'ils me permettent justement de centraliser et d'historiser, eh ben, en fait, on va pouvoir justifier d'une démarche auprès de la CNIL, ce qui est plutôt un point positif à mettre en avant. Alors, je te laisse reprendre la main. Ouais, donc le but du jeu, ça va être de voir un petit peu justement quels sont les risques autour de la privacy en fait, et comment est-ce qu'on fait pour essayer de les contrecarrer. Donc si on regarde un petit peu les différents sujets qui peuvent faire qu'aujourd'hui on peut ne pas être en conformité avec la CNIL, mais globalement la CNIL en France, mais c'est des sujets qui sont en vrai internationaux, hein, avec la e-privacy plutôt européenne, et dans les autres pays, il y a de toute façon des législations à peu près équivalentes. L'idée, c'est de s'assurer déjà que la bannière de consentement soit présente partout, d'accord? Ça peut paraître basique, mais en fait, on se rend compte que c'est pas le cas. Une fois que le consentement avec sa bannière est là, bah, en fait, c'est s'assurer surtout que le consentement qui a été donné par l'internaute est respecté, parce que c'est bien beau de mettre une bannière, ça, c'est ce qu'on a pu voir fleurir énormément au tout début de la mise en conformité forcée par la CNIL aux différentes dates, l'année dernière et puis quelques années précédentes, où on demandait absolument de mettre un bandeau, d'acceptation des cookies, sauf qu'en fait, même quand on acceptait ou qu'on refusait les cookies, on s'est rendu compte plein de fois que les tags étaient quand même déclenchés derrière, sans vraiment respecter ces consentements. Donc ça, c'est un point qui est vachement important et qui est de plus en plus scruté par la CNIL. C'est aussi s'assurer des différents tiers, c'est-à-dire que quand on parle de tiers, c'est les différents tags, les différents partenaires. Heu, pour plein de raisons, en fait, il y a des tiers qui peuvent se déclencher alors qu'on n'a pas forcément installé le tag. Donc on va parler de piggybacking, ce genre de choses, mais l'idée, c'est de dire qu'un train peut en cacher un autre et qu'en fait, un tag peut en cacher un autre. On verra ce point-là un peu en détail après. Il y a aussi tout un sujet de géographie et de géopolitique dans tout ça, en fait. C'est ce que disait Valentin, c'est qu'en fait, la procédure aujourd'hui qui était menée par la CNIL contre Google Analytics au global, elle n'est pas tant sur l'outil en tant que tel que sur le fait que ce soit un outil américain et qui, du coup, tombe sous la législation américaine et que des données puissent être envoyées potentiellement dans des pays qui ne partagent pas le côté privacy de l'Union européenne. Et donc, c'est important, en fait, de savoir où sont envoyées les données. Le dernier volet concerne les données un peu personnelles, c'est de dire qu'en fait, quand on est sur un site et qu'on s'identifie, il y a souvent des données personnelles qui sont affichées à l'écran. Par exemple, quand je m'identifie, je vais avoir mon nom, prénom, potentiellement un email, un identifiant de commande, bref, plein d'informations comme ça. Il va falloir s'assurer de maîtriser réellement comment sont utilisées ces données et notamment en identifiant les tiers qui vont collecter ces données. Donc, quels sont les tags qui vont récupérer un ID client, un nom, un email, un ID de commande, ce genre de choses. Je peux passer. Pour répondre à ces problématiques-là, on va mettre en place 3 démarches globalement. L'idée, c'est de dire qu'on va contrôler le consentement, donc non seulement en vérifiant que les bannières sont là, mais qu'elles soient respectées par les internautes. On va s'assurer de maîtriser tous les tags, les cookies, donc vérifier que quand on parcourt le site, les tags se déclenchent quand ils doivent se déclencher, que DataLayer contient les bonnes données et que surtout les cookies sont posés quand ils ont le droit d'être posés. Et dernier levier va concerner plutôt la partie données personnelles, donc les fameuses PII, et s'assurer que voilà, ces données-là sont maîtrisées, qu'elles ne sont pas envoyées n'importe où et à n'importe qui. Donc la première étape va consister à valider justement cette fameuse CMP, donc Consent Management Platform. Donc c'est du Didomi, du OneTrust, bref, tous ces objets-là. Donc le principe, c'est que la première étape, en effet, c'est de dire qu'avec un outil comme Synaptic, par exemple, mais voilà, l'idée, c'est de dire, la base, en tout cas, de cet outil, c'est de valider
que les tags se déclenchent bien, se déclenchent avec les bons paramètres. Donc, on va d'abord avoir un premier scénario qui va dire, OK, il se passe quoi quand j'arrive sur le site et que je donne mon consentement, que j'accepte les cookies? Dans ce cas-là, l'outil, lui, va vérifier que les cookies sont bien posés, que les tags qui se déclenchent au bon endroit avec les bons paramètres, que tout est bien traqué. Et si jamais on a un problème de tracking, vraiment analytics ou vraiment marketing, mon tag AdWords ne se déclenche pas sur mes landing pages, dans ce cas-là, on va avoir une alerte. Le deuxième cas de figure d'utilisation, c'est plutôt de dire, OK, maintenant, si je refuse ces cookies ou si je les accepte partiellement, ce que va faire un outil comme Synaptic, c'est de s'assurer qu'à ce moment-là, en fait, le tag ne se déclenche pas, que les données qui sont censées être masquées le soient bien, et pour le coup, on va avoir une alerte si le tag se déclenche. D'accord? Donc, c'est vraiment les deux aspects principaux au niveau de la CMP, c'est de s'assurer, un, qu'elle soit présente partout, et surtout que le consentement qui est donné par l'internaute est bien respecté. Pourquoi on parle de ça? Parce que ça paraît un peu voilà, basique de dire ouais, mais j'ai une CMP aujourd'hui, je sais dans mon Didomi que j'ai paramétré tel tag, tel tag, tel tag et que j'ai donné mon consentement. C'est un premier point, c'est de dire ok, dans un outil comme ça, on va paramétrer les règles, mais par contre, ce n'est pas l'outil qui va déclencher les tags. Ça va se passer dans Commander Zag, dans GTM, pourquoi pas, dans Tilium, peu importe. On va se baser sur les données de la CMP pour déclencher des tags. Mais le site continue d'évoluer, en fait, indépendamment du setup de consentement qu'on a mis au départ. Et ce qu'on se rend compte fréquemment, c'est que, enfin moi je m'en rends compte tous les jours, c'est que j'ai des demandes de mise en place de tags sur le site parce que bah, voilà, mon client veut mettre en place tel nouveau partenaire pour tester une solution d'emailing. Et voilà, il me dit la question, c'est la même qu'il y a 2 ans, qu'il y a 10 ans, c'est de dire est-ce qu'on peut mettre en place ce tag sur le site? Et en fait, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que très rarement, on me dit: «Tiens, il faut mettre ce tag sur le site» et le déclenchement de ce tag est lié au déclenchement de tel globalement, soit un tag dans Didomi, bref, des groupes de consentement en disant: «Bah, ça, c'est un tag analytics et qui donc va se déclencher quand l'utilisateur donne ce genre de consentement». Donc c'est bien important, en fait, d'avoir toute une démarche là-dedans, de s'assurer que quand on a des tags et que ces tags continuent à vivre dans le temps, s'assurer que ce soit toujours bien lié à une démarche au niveau du consentement. Et par exemple, ce qui peut arriver aussi, c'est que des outils tiers, par exemple ici, c'est un outil de moteur de recherche qu'on va pouvoir installer sur le site. Donc cet outil de moteur de recherche, en fait, c'est via un tag qui va prendre en gros la main sur la petite barre de recherche et qui va proposer des résultats basés sur des flux produits, ce genre de choses. Et en fait, dans les paramètres de l'outil, on peut simplement activer le tag Google Analytics en donnant un petit UA. C'est bien, mais sauf que le tag en fait, qui est déclenché par cet outil-là est complètement indépendant de la lecture qui aura été faite du cookie mais de Didomi, par exemple. Je peux avoir donné un consentement pour mon tag Analytics sur mon site, sauf que mon outil, lui, va déclencher des tags Analytics sans lire ce consentement. Donc, c'est un vrai sujet de s'assurer qu'à la fois ma compliance globalement au niveau du consentement est donnée et s'assurer que tous les tags qui se déclenchent au niveau du site respectent bien ce consentement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Voilà, donc ça, c'est un petit case study que je ne vais pas rentrer dans le détail du truc, hein, mais l'idée, c'est que voilà, c'est avec un site qui gère, enfin un partenaire en tout cas, qui gère à peu près une centaine ou 120 sites. Et avec eux, on travaille justement sur le fait de s'assurer que le consentement sur ces sites est bien respecté. Donc, on fait des tests globalement réguliers sur les 120 sites. On va s'assurer que quand on charge les différentes pages, on a bien des bannières de consentement qui sont là. On va faire des scénarios de test où on va accepter ou refuser en fait les différents cookies et on va s'apercevoir de choses assez intéressantes. Par exemple, là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur les 120 sites, on n'avait qu'un site sur lequel les bannières n'étaient pas tout le temps présentes ou pas présentes. Et que même quand les bannières étaient présentes, en fait, on avait trouvé une vingtaine de tags qui se déclenchaient avant même que le consentement ait été donné ou même qui se déclenchaient alors que le consentement avait été refusé. Si tu passes à la suite. Par exemple, ici, c'est une petite vidéo d'un test, d'accord? Donc, concrètement, ça, c'est dans Synaptic, comment ça se passe? On va lancer un scénario où ici, on va refuser les cookies. La page d'accueil du site se charge, d'accord? On va comme ça accepter et refuser les cookies. Et ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que lors de l'ouverture de la première page, d'accord, du site sur laquelle la pop-up est présente d'acceptation ou de refus des cookies, j'ai déjà des tags qui sont déclenchés. Donc, j'ai tag co, mais ça, c'est plutôt normal. Par contre, je vais avoir déjà du double-clic. J'ai un ancien Google Analytics qui traîne là, qui est un Google Analytics plutôt antédiluvien, et j'ai des tags Universal Analytics qui sont déclenchés. Et ça, c'est avant même d'avoir accepter ou refuser les cookies. Le scénario se poursuit et on va du coup cliquer sur le bouton de refus des cookies. Donc, on va refuser ces cookies et puis on va recharger la home à nouveau. Et en fait, quand on recharge la home,
ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si tu passes à celle d'après, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a encore des tags qui sont déclenchés. Donc, j'ai vraiment refusé complètement mon consentement, mais j'ai encore du double-clic et j'ai encore des tags Google Analytics qui se déclenchent. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment absolument important et c'est un point sur lequel la CNIL est assez vigilante en ce moment. OK, le deuxième point, ça concernait la localisation des données. Donc en effet, comment fonctionne on va pas faire un sujet pendant 20 heures là-dessus, mais l'idée, c'est que quand, depuis mon navigateur, je me rends sur un site internet, potentiellement hébergé en France, le serveur de site internet va me retourner une page HTML et dans cette page HTML, il y aura des contenus, notamment des tags. Par exemple, un tag, prenons encore une fois l'exemple de Google Analytics. Ce tag Google Analytics va être lu par mon navigateur et une fois que ce tag sera lu, en fait, le navigateur va lui envoyer des données chez Google. Mais ces données, en fait, elles vont être potentiellement envoyées sur une adresse IP qui se trouve hors de l'Union européenne. En l'occurrence, pour Google, ça va que ce soit aux États-Unis, en Irlande. Enfin bref, il y a des tonnes de tags qui sont présents sur vos différents sites. Et tous ces tags peuvent potentiellement être hébergés sur des pays autres que la France ou l'Union européenne. Si tu passes un peu, par exemple, ici, ce qu'on peut voir sur un petit test ici, donc là, c'est encore une fois un petit écran de synaptique sur les tags qui ont été détectés. On voit les taux de couverture de ces tags, donc sur combien de pourcentage des pages du site, globalement, mon tag est présent. Et ce qu'on compte surtout, c'est que A/B Testy, par exemple, on va avoir des données, des hits en tout cas, qui vont partir depuis mon navigateur sur des données en France, mais aussi en Belgique. Airship, bah, ça va être aux États-Unis. Je vais avoir du Canada, je vais avoir de l'Irlande. Sur Content Square, par exemple, je vais avoir de l'affiliation où c'est des données aux États-Unis, pourquoi pas. Donc, en fait, ça, c'est un point qui est quand même assez important. C'est le cœur, en fait, du problème qui a été soulevé par la CNIL avec Google Analytics aussi. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. C'est de dire, aujourd'hui, ces données sont envoyées sur des serveurs, en tout cas, transitent par des pays tiers à l'Union européenne. Elles peuvent être stockées en Union européenne ou pas. Et ce sont des entreprises qui peuvent être européennes ou pas. Donc, il y a vraiment 3 niveaux d'analyse ici qui sont importants. C'est un, est-ce que l'entreprise est soumise, par exemple, au Patriot Act, au Cloud Act, dont a parlé Valentin tout à l'heure. 2, est-ce que ces données transitent potentiellement par des pays étrangers. Et 3, où est-ce qu'elles sont stockées. Il y a un sujet aussi derrière ça qui va être de server-side, parce que tout ça, c'est ce qu'on va voir, c'est toutes des données qui sont envoyées depuis mon navigateur. Et potentiellement, une fois que ma donnée est sur le serveur d'un partenaire, elle pourrait très bien être transmise ailleurs. Donc ça, c'est des points qu'il faut suivre aussi, en fait. Alors, il y a un troisième volet qui concerne le piggybacking, dont j'ai parlé très rapidement. Pour faire très, très court, le sujet du piggybacking, c'est de dire qu'un tag peut en cacher un autre. Donc, quand on appelle un tag, potentiellement, ce tag peut en appeler d'autres. Valentin, tu peux peut-être expliquer en détail un peu à quoi ça correspond? Ouais. Donc, pour reprendre un petit peu la main, donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour la plupart, vous avez un TMS sur votre site web. Et lorsque vous avez besoin de poser un tag ou que votre agence média partenaire vous demande de poser un tag, vous faites quoi? Vous le posez dans votre TMS et vous appliquez ensuite vos règles de déclenchement en fonction du consentement donné par l'utilisateur via la CMP. Donc, tout se passe bien quand on a des tags au premier niveau au sein du TMS. Donc, l'utilisateur donne son consentement ou refuse de donner son consentement. Dans le cas où il donne son consentement, finalement, il donne là, dans l'exemple, son consentement à GA, Google Ads et à un tag A. Et il se trouve que ce tag A, en fait, il embarque un ensemble d'autres tags. Et ça, au moment où vous posez le tag, vous ne le savez pas forcément. Vous vous en rendez compte qu'après. Et en fait, ces sous-tags, ces tags embarqués, ils ont eux-mêmes leurs propres règles de déclenchement. Donc, en fait, des fois, même au moment de la recette, vous les voyez pas tous, en fait. Et le problème dans ce cas-là, c'est que vous avez appliqué vos règles de consentement sur des tags, sur les tags au premier niveau, ceux qui sont embarqués dans le TMS. Et les tags qui sont embarqués dans le tag A, ici, en l'occurrence, en fait, c'est même pas qu'il y a eu un consentement ou un non-consentement, c'est il n'y a absolument rien eu. Et vous n'avez absolument pas la main là-dessus. À partir du moment où vous déclenchez le tag A, vous n'avez absolument plus la main sur ce qui se passe après. Pour résumer, en fait, c'est comme si on avait
un TMS, un GTM ou un TACO au sein d'un autre GTM ou un TACO. Alors, les solutions à ça, la première, c'est de privilégier les tags de type pixel, image. Mais ces tags-là, ils sont de moins en moins en vogue parce que justement, ils ne permettent pas de poser de cookies. On a de plus en plus besoin de cookies, même si on sait que les cookies tendent à disparaître. Donc, ces tags-là, ils continuent à exister, ils existent encore. Donc, à privilégier entre un tag JS et un tag de Image. type pixel, image, j'aurais tendance à dire, dans la mesure du possible, on va essayer, pour respecter une compliance et éviter le piggybacking, de préférer les tags de type pixel. La deuxième solution, elle consiste à passer par des solutions server-side, parce que là, du coup, finalement, c'est votre TMS server-side qui va communiquer directement avec les API des solutions. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes uniquement en push de données et les solutions n'ont pas la possibilité de faire du pool de données comme ce serait le cas, en fait, dans le cas du piggybacking, du data leakage. Ouais, le troisième point, qui est un peu plus technique, qui va plutôt parler à l'IT, c'est la mise en place de CSP. Donc les CSP, c'est ce qu'on appelle des Content Security Policy, qui vont dire, en fait, quand mon site se charge, sur cette page-là, je vais autoriser, des ressources de tel, tel et tel domaine. Et donc de définir vraiment dans le code du site, quels sont les domaines qu'on a le droit d'appeler. Donc par exemple, on va définir que google-analytics.com ou que, en l'occurrence, google.com, par exemple, sont des domaines qui ont le droit d'être appelés sur mon site, et donc j'ai le droit de déclencher des tags de ces domaines-là. Ce qui fait que si un tag a été autorisé, mais qu'il en embarque d'autres qui, eux, essayent d'envoyer des données sur des serveurs autres, ces fameuses CSP vont empêcher ce fonctionnement-là, en fait. Mais c'est un sujet qui est complexe parce que c'est un sujet qui est très IT, pour le coup, et c'est un sujet qui enlève énormément de souplesse parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met un tag dans un TMS, il va falloir bosser avec la technique pour s'assurer, en fait, quels sont les domaines qui sont appelés par ce tag, parce que potentiellement, c'est pas évident du tout. C'est des domaines qui sont souvent assez obscurs, parfois hébergés sur des CDP, enfin, en gros, sur des noms de domaines qui sont pas du tout parlants. Et donc, c'est un vrai sujet assez complexe à mettre en œuvre. Là, par exemple, dans Synaptic, ce qu'on peut faire, c'est faire un test, donc voir sur une page quels sont tous les tags qui se déclenchent. Ici, on voit par exemple que j'ai un conteneur tagco qui lui-même déclenche toute une série de tags, dont le tag Criteo, et que le tag Criteo, lui, déclenche un tag de hook logique, par exemple. Alors, hook logique, en l'occurrence, c'est une boîte de Criteo, mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment cette démarche-là complète, de se rendre compte qu'en fait, j'ai des tags qui sont posés en dur sur mon site, en l'occurrence, par exemple, du tagco, mais que mon tagco, lui, va déclencher toute une série de tags. Et c'est intéressant d'avoir cette espèce d'arbre de déclenchement pour se rendre compte de quels sont les tags qui sont déclenchés par qui. D'accord? Ça, c'est une donnée qui n'est pas forcément simple à avoir sans passer par un outil, parce que globalement, c'est des données qui vont être dans la console, qui sont très, très compliquées à les lire. Et ça arrive souvent qu'en fait, on se retrouve à avoir un tag qui est déclenché sur le site et de devoir faire voilà, une étude assez approfondie pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai cette ressource qui est sur mon tag. Donc avoir des outils comme ça qui permettent de visualiser en tout cas tout ce qui se passe, ça peut être intéressant. Alors, on va parler des PII et donc des données sensibles. Alors, il faut savoir que dans Synaptic, peut-être tu pourras mieux en parler, Charles, mais en gros, on a la possibilité de définir ce qu'on appelle des collecteurs, donc qui vont venir euh, capter dans la page des endroits, des balises, des blocs qui contiennent potentiellement des données sensibles. Donc, à savoir le nom, prénom, email, etc. Donc, ça, c'est les premiers niveaux de données sensibles, les premières PII auxquelles on pense. Elles se trouvent essentiellement dans les espaces clients. Et avec Synaptic, on va avoir la possibilité justement de vérifier que ces données sensibles ne partent pas dans certains tags. Et tout à l'heure, je parlais des données sensibles et la définition qu'on peut leur donner. Et je pense qu'il faut vraiment prêter attention et se poser sur ce qu'est une donnée sensible. Parce que si on écoute la définition d'une donnée sensible de la CNIL,
on n'est pas sur les mêmes définitions. Typiquement, pour la CNIL, et ça semble logique quand on l'entend, un ID de transaction qu'on remonte naturellement dans Google Analytics sans se poser de questions, bah, en fait, c'est une donnée sensible, puisque finalement, elle est rattachable à un seul et unique utilisateur. Donc, de ce point de vue-là, il y a un moment, se poser la question et à trancher de votre côté, est-ce que j'ai intérêt à remonter cette donnée sensible, enfin cette ID de transaction telle quelle? Est-ce que j'ai besoin de le raccrocher avec d'autres nouvelles, enfin d'autres datasets et de réconcilier des données là-dessus? Si c'est pas le cas, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à envoyer un random à la place ou à hacher cette donnée? Et la question, elle peut se poser sur de nombreuses données en fait que vous pouvez trouver sur votre site. Là, dans le screenshot, par exemple, le numéro de facture, bah, en fait, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si vous traquez ce genre de choses, mais typiquement, je ne serais pas étonné on ait certains events sur certains sites qui remontent dans le label l'ID de facture, mais typiquement, ça, c'est aussi une donnée sensible. Et donc, la bonne pratique, c'est déjà de parcourir l'ensemble de son site et de, de venir flaguer l'ensemble des données sensibles que je peux potentiellement trouver sur mon site, même si je ne les envoie pas pour le moment à Google Analytics ou à un autre outil, une autre solution tierce, parce que potentiellement, demain, quelqu'un qui a accès à mon TMS, mon équipe, ma tracking team ou mon agence média qui a accès à mon TMS peut venir poser un tag en captant une donnée sur ma page et la remonter. Et le mieux, c'est quand même d'anticiper ce genre de choses et de venir flaguer l'ensemble des données sensibles, disponibles et visibles, accessibles sur mon site. Alors, concernant les PII, la mise en demeure, enfin, on a retenu essentiellement Google Analytics, mais en fait, il y a une autre catégorie d'outils qui est autrement plus dangereuse, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ce sont tous les outils de session recording. Pourquoi c'est dangereux? Parce que finalement, ils sont au même titre qu'un Google Analytics, ils pourraient être exposés à des sanctions de la CNIL. Enfin, moi, j'y vois un autre problème, c'est que en termes de e-réputation, on aura quelque chose, enfin, ce sera un peu plus compliqué à gérer dans le sens où aujourd'hui, la notion de cookie pour le commun des mortels, c'est de moins en moins flou, mais ça reste quand même une notion un peu floue. Par contre, si vous vous faites épingler par la CNIL sur du record vidéo de session avec potentiellement des données personnelles à l'intérieur, je pense que là, vous avez un sujet de e-réputation qui sera compliqué, enfin long en tout cas à gérer. Et donc, il faut vraiment être très vigilant sur ces solutions-là. Alors, on ne dit pas de les interdire, et au contraire, nous, on les recommande parce qu'elles apportent d'autres types de données, notamment des données d'ordre plutôt qualitatif. Et il faut savoir quand même que toutes ces solutions, elles proposent des solutions pour masquer des données personnelles. Si vous lisez la doc de ces solutions-là, en fait, il vous suffit de poser des masques, des attributs dans le code HTML de votre site pour dire, OK, ben, ce champ-là, au moment du passage du recorder, ce champ-là dans mon formulaire, tu le floutes. Cet élément dans mon espace client, tu le floutes. Et donc, ça, il faut veiller en fait à ce que ces éléments-là ils soient systématiquement présents. Alors, il y a deux manières d'aborder la question. Hein. Donc, je viens de le dire, c'est de vérifier régulièrement la présence de ces masques. La deuxième, c'est aussi de mettre des contraintes ou des blocking triggers dans vos TMS pour dire, OK, quand une page qui doit contenir des masques n'en contient pas, alors ne déclenche pas le tag ou coupe le record. Parce que potentiellement, vous allez enregistrer des choses qui peuvent vous mettre en défaut et avoir de fortes répercussions de votre côté. Donc là, c'est un exemple justement du genre de démarche qu'on a pu mettre en place avec un client à nous qui est plutôt dans la grande distribution.
c'est un site très, très complexe, d'accord, sur lequel il y a voilà, énormément de parties dans le site, énormément de partenaires, énormément de tags qui sont posés aussi. Et ce qu'on a pu mettre en place, c'est justement la vérification de ces données sensibles. Donc, on a une quarantaine de données personnelles qu'on a considérées comme étant sensibles. Donc, ça va du nom, prénom qui sont présents quand je suis connecté. Il y a un email dans le data layer, il y a des ID de commande, il y a des ID divers et variés, notamment des ID CRM ou des catégorisations CRM aussi. Et on fait des tests quotidiens sur ces données-là pour s'assurer qu'en fait, à aucun moment, on a des données qui partiraient chez un tiers. On en a d'ailleurs trouvé pas mal, en fait. On a des alertes, du coup, qui sont envoyées dès qu'on détecte une fuite de données. Donc, dès qu'une de ces fameuses PII ou données sensibles est utilisée dans un tag, à ce moment-là, on reçoit une alerte et on peut intervenir pour savoir si c'est normal ou pas. Et on peut s'assurer aussi, justement, qu'au niveau de toutes ces données personnelles, comme cet acteur-là, en fait, utilise, par exemple, du Content Square, en l'occurrence, c'est du Content Square, on va s'assurer que, justement, toutes les données personnelles qu'on va rencontrer sont bien flaguées avec un CS Mask et que quand on utilise un Content Square, on s'assure, justement, qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui va rentrer dans l'outil. Ok, on va parler un petit peu de gouvernance autour de la data quality et sur les sujets de privacy plus spécifiquement, du coup. En fait, ce qu'on observe aujourd'hui dans les organisations, c'est que souvent la data quality, on considère ça un peu comme une affaire de spécialistes. Alors dans le cas 1, finalement, c'est juste la tracking team qui va être honneur de l'outil et qui va le configurer, recevoir les alertes, corriger et optimiser finalement, améliorer la qualité et potentiellement aussi gérer toutes les questions de privacy. On a un deuxième cas qui est peut-être le cas le plus courant finalement, où finalement Tracking Team et IT vont collaborer ensemble, où finalement la Tracking Team va configurer l'outil et dans une démarche un peu plus agile, c'est l'IT qui va recevoir les alertes pour pouvoir opérer des hotfix en concertation avec la Tracking Team et pouvoir comme ça optimiser la qualité. Maintenant, si on pense la data quality en intégrant cette notion de privacy, ben en fait, on se dit que c'est une affaire de tous pour tous, où finalement tous les acteurs dans les organisations sont concernés, aussi bien le métier que le média en interne ou les agences externes, l'IT évidemment, la tracking team, mais aussi le DPO. Et donc, en gros, ce qu'on se dit, c'est que les outils data quality aujourd'hui sont assez bien dotés pour faire consensus et mettre tout le monde autour de la table. Alors, au tout début, je parlais d'historiser nos tests et de pouvoir justifier d'une démarche compliance auprès de la CNIL. Si maintenant on a un invité mystère, enfin qui vient s'inviter autour de la table, en l'occurrence la CNIL, et qui vient toquer à votre porte, ben en fait, à partir du moment où vous avez une solution centralisée qui définit l'ensemble de vos règles et de vos process, ben c'est quelque chose qui peut vous faire marquer des points plutôt positifs auprès de la CNIL. Alors, il faut quand même retenir quelque chose à ce sujet, c'est que la CNIL ne va pas venir consulter Synaptic ou un outil de data quality seulement. Elle va regarder essentiellement vos outils de collecte. Donc, ce sera un peu à vous de prendre le pas et de dire, de montrer votre démarche, en fait. Je te laisse prendre la main, Charles, Ouais. sur. En fait, l'idée, c'est qu'avec un outil comme Synaptic, par exemple, on va recevoir des alertes, en fait, quand quelque chose va se passer. C'est-à-dire que c'est un outil qui va faire des vérifications quotidiennes, parfois à l'heure ou à la semaine, peu importe. Et lors de ces vérifications, on va s'assurer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dès qu'il y a un problème qui va être rencontré, dans ce cas-là, on va avoir une alerte qui va être détectée. Par exemple, il peut y avoir des problèmes de données sensibles. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un tag Criteo qui récupère la valeur de l'email de l'utilisateur.
on a aussi un deuxième tag ATCNX là qui va récupérer un ID de commande. Ces alertes-là, elles vont concerner plutôt la partie DPO. Donc si tu passes. Voilà, donc ce genre d'alerte, en fait, on va plutôt les envoyer aux acteurs qui sont intéressés par ces données-là. Donc là, c'est des données sensibles, ça va plutôt concerner le DPO et c'est à lui de dire, OK, c'est normal que ce tag-là récupère telle donnée et ça, il faut que je le documente parce que c'est une des demandes de la CNIL, c'est de documenter en fait quels sont les acteurs et quelles sont les données qu'ils récupèrent. Il peut y avoir un deuxième type d'alerte qu'on va remonter, ça va être par exemple la détection de nouveaux tags, ou de nouvelles ressources. En l'occurrence, par exemple, là, il y a un nouveau tag qui va être Criteo et j'ai un tag, une nouvelle ressource qui correspond en l'occurrence à du Hotjar. Cette alerte-là, pour le coup, elle va intéresser le DPO parce que c'est un vrai sujet de data privacy, mais elle peut aussi intéresser l'équipe tracking. Et donc, ces alertes vont pouvoir être envoyées potentiellement à 2 personnes ou 2 groupes ou 2, enfin bref, que ce soit des adresses mail, des groupes Slack, ce genre de choses. Mais ça peut intéresser plusieurs types de personnes. Alors que pour le coup, les derniers types d'alertes qui sont plutôt des alertes vraiment de qualité de tracking, par exemple le fait que j'ai mon paramètre CD5 qui foire sur ma page Google Analytics sur mon étape de paiement ou que j'ai un problème dans une étape de scénario, ça va plus purement être des problèmes de tracking et de QA. Donc c'est important en fait de pouvoir générer des alertes déjà, parce que quand un problème apparaît, il faut être informé très vite, donc de recevoir ça par email, par SMS, par Slack, peu importe, et de savoir surtout qui contacter en cas de problème. Valentin en a parlé, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet aussi au niveau de l'historisation. C'est-à-dire que tous les tests qu'on va mettre en place et qu'on va faire tourner de façon régulière sur ces outils-là vont être historisés. Et le gros intérêt, ça, c'est de pouvoir déjà vérifier qu'on améliore la qualité dans le temps, parce que c'est quand même le but du jeu aussi de ces outils-là, c'est de dire, OK, je pars, j'implémente cet outil-là parce que je sais que j'ai des problèmes à la fois de qualité de tracking, mais peut-être qu'au niveau de la privacy, je ne suis pas non plus au top et au carré. L'idée, c'est de s'assurer en fait dans le temps que du coup les différents scores qui vont être donnés, il y a des scores qui vont être calculés sur la base des règles, tout ça, pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est de voir qu'on s'améliore dans le temps, mais c'est surtout aussi de pouvoir justifier si jamais on a un problème qui est constaté sur le site et que la CNIL, pas de bol, elle tombe à ce moment-là, elle vous dit attendez, là vous faites un peu de la merde, il y a des données qui sont envoyées chez tel partenaire, alors je n'ai pas donné mon consentement. L'idée, c'est de pouvoir dire aussi, bah ouais, mais en fait, OK, mais ça, c'est depuis 2 jours, on s'en était rendu compte voilà, hier, et on met en place tout de suite la démarche pour régler ce genre de choses. Donc, historiser ces données-là, c'est quand même intéressant. C'est aussi intéressant de potentiellement voir combien de temps durent ces problèmes, d'accord? On a rencontré un problème de qualité ou un problème de données sensibles le lundi, et on sait que le jeudi, ça a déjà été réparé. Voilà, c'est des choses qui peuvent être aussi intéressantes. Et c'est aussi une justification de moyens, c'est-à-dire que enfin, c'est pas non plus des tyrans et des monstres à la CNIL, d'accord? Là, on a pu voir en fait la démarche qu'ils ont eue en disant: «Bah, voilà, ça fait 2 ans qu'on vous dit que, ce genre de démarche n'est pas autorisé. Maintenant, on vous met en demeure d'enlever Google Analytics». Les acteurs qui ont reçu ces demandes en demeure ont fait des recours auprès de la CNIL en disant: «Attendez, vous êtes gentils, mais vous nous laissez 30 jours, c'est un petit peu short. Est-ce qu'on peut pas avoir 2 ou 3 mois?» Il n'y a pas eu de problème particulier. Donc simplement le fait de mettre en œuvre déjà, de justifier d'avoir mis en place des moyens nécessaires pour assurer la privacy avec ce genre d'outils. Je ne vais pas dire que ça vous assure déjà de ne pas être trop embêté et d'avoir une amende directement en disant tiens, vous nous devez 4 millions, mais concrètement, ça fait partie en tout cas de toute la démarche qui est à mettre en place pour justifier en tout cas d'une justification de moyens déjà. Ouais, je rajouterais aussi là-dessus que, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble quand même que dans la définition du poste de DPO, comme ça a été pensé en mai 2018, il y avait ce côté archive, enfin, où le DPO est censé archiver normalement les différentes modifications, les différents états. Et donc, voilà, enfin, si vous avez un outil qui est capable d'historiser ce type de test, ben, en fait, ça simplifie quand même pas mal le travail aussi du DPO, d'où l'importance d'intégrer le DPO aussi dans cette démarche de qualité, quoi. Et puis pour finir, donc on va traiter de comment définir une gouvernance adaptée à la GDPR. Alors c'est un schéma assez rapide, mais en gros, ce qu'on va se dire, c'est que pour définir une gouvernance
efficace. Déjà, on va commencer par définir les rôles et les responsabilités de chacun autour de la privacy. Et donc, on l'a vu, hein, il y a plus d'acteurs que seulement la tracking team et l'IT. On va essayer d'intégrer tout le monde et mettre tout le monde autour de la table. Et on va ensuite définir nos objets, nos assets, de quoi on se parle, quels sont les objets qu'on va traiter. Alors bien sûr, il y a les PII, les règles de déclenchement, les règles de la CMP, les différents tags, solutions. On pourrait aussi parler, enfin on pourrait intégrer là-dedans le plan de tagage. Hein. Le plan de tagage, c'est un asset, c'est un objet qu'il faudrait dont on va traiter, en fait, qu'on va traiter. Et puis enfin, il faut définir les rouages. Qui est responsable de quel objet, de quel asset. Et en gros, ce qu'on se dit, c'est que ces process, il faut les définir de sorte à pouvoir être le plus agile possible. Parce que quand vous avez une faille de privacy à un moment donné, il s'agit de pouvoir corriger cette faille le plus rapidement possible. Et donc, le système d'alerting dans des outils de data quality comme Synaptic, ça devient, c'est obligatoire en fait. Vous ne pouvez pas vous en apercevoir 6 mois plus tard, quoi. Et enfin, il y a cette notion de récursivité. Alors là, il faut la lire à plusieurs niveaux, enfin à 2 niveaux. La première, by design, en fait, les outils de data quality sont, parce que ce sont des robots et qui vont opérer des tâches un peu fastidieuses de manière répétée, en fait, ils sont capables déjà de venir vérifier l'ensemble des règles qu'on aura définies à travers nos définitions. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre à un niveau peut-être plus global, c'est que cette gouvernance-là qu'on est en train de définir, elle n'est pas figée dans le temps. On le sait, il n'y a rien de plus mutable que la législation. Et donc, votre organisation, la manière dont vous avez défini les différentes règles, les différents process de votre gouvernance, vous devez pouvoir à tout moment les bouger, les réorienter pour aller toujours vers un peu plus de compliance en fonction du cadre législatif et de ce qui vous autorise de faire. Et maintenant, c'est à vous. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Si. Alors, il y a Samantha qui a posé une première question déjà concernant Hotjar, quand on parlait des données sensibles justement et des outils de recording de session, en disant par exemple que Hotjar avait déjà en fait tout un système qui permettait de flouter les données. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est-à-dire que Hotjar de base, je crois qu'il floute automatiquement dès qu'il y a plus de 9 chiffres à la suite, ou dès qu'il y a un truc qui ressemble à une adresse mail, ce genre de choses. Il y a plusieurs, en tout cas, process qui sont mis en place. J'ai mis le lien vers la lettre de Jar justement sur ce sujet-là, mais ça n'empêche qu'il y a des données en fait qu'il faut flouter à la main. Pour répondre globalement en fait au sujet, c'est que pas mal d'outils ont conscience en fait de ces sujets de privacy et de data quality. Et du coup, en fait, ils essayent de leur côté, et c'est plutôt une très bonne démarche, et c'est vraiment des choses qu'on encourage, c'est que chacun à son échelle essaye dans son outil de s'assurer que voilà, on va essayer de mettre en place quelques outils qui vont s'assurer que j'ai pas des données qui peuvent partir à droite à gauche, ou en l'occurrence, par exemple, sur Hotjar, de dire ouais, on va essayer de flouter automatiquement toute une partie des données. Mais généralement, il n'y a pas de magie non plus, c'est-à-dire que au sein de l'outil même, on ne peut pas forcément aller aussi loin que ce qu'on va faire avec un outil dédié à ça, en tout cas. Marie qui posait une question, qui demandait quelles sont les compétences techniques pour déployer une solution comme celle-là, combien de temps faut-il en jour homme pour assurer la maintenance de la solution? Alors, c'est une bonne question, parce que la réponse de Normand, c'est ça dépend. Réponse facile, mais en vrai, c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que si on parle que de la privacy, par exemple, ça va assez vite, parce que globalement, on met en place l'outil, on a une partie où on va accepter, refuser les cookies, on va s'assurer que quand on refuse les cookies, il y a un qui se déclenche. Concrètement, en 2 heures, c'est fait. Par contre, ensuite, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et s'assurer que toutes les pages sont bien traquées, que contiennent le data layer qu'il faut avec les bonnes données, que tous les tags se déclenchent. Et donc, on va parler de qualité, de data quality, pas uniquement sur la privacy, mais sur l'ensemble du périmètre.
Et là, en fonction du site, en fonction du nombre de scénarios, par exemple, donc on va simuler des parcours utilisateurs. Par exemple, tout un parcours de checkout, tout un parcours d'inscription. Mais parcours d'inscription, ça peut tout et rien vouloir dire, en fait. C'est-à-dire que sur une partie banque, assurance, ce genre de choses, on va avoir des parcours qui sont super complexes, dans lesquels on va avoir plein d'embranchements, alors que globalement, sur un site e-commerce standard, on sait que voilà, l'inscription au compte, une fois qu'on a fait un truc de checkout et une inscription de newsletter, globalement, on a fait à peu près le tour. Donc, ça peut prendre de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, quand on veut vraiment rentrer dans le détail complet et vérifier l'intégralité de toute la data qui est récupérée. Par contre, c'est la démarche qui est importante. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir imaginer, c'est qu'on ne va pas commencer à rentrer dans un processus de mise en place de cet outil-là. On va prendre 3 mois pour le mettre en place ou 15 jours. En fait, l'idée, c'est que dès le départ, on va avoir des résultats tout de suite. En fait. La qualité, c'est une démarche qui est itérative dans son intrinsèquement, en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'est jamais 100% dans la qualité. C'est une démarche qui vise à s'améliorer de façon constante. Donc, la solution qu'on préconise, nous, quand on met en place un outil comme ça, c'est de dire, OK, dès le départ, au bout d'une demi-journée ou d'une journée, on a déjà quelque chose qui est en ligne. On va déjà vérifier en fait que mes données sont bien collectées, que je n'ai pas de problème de privacy sur un petit périmètre. Et voilà, d'heure en heure, on augmente en tout cas le périmètre des tests pour à la fin arriver à ce qui est le plus large possible. Et de toute façon, le site évolue, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux parcours, des nouvelles choses comme ça. Et donc, il va falloir faire évoluer en effet l'outil, généralement en tout cas, suivre le cycle de vie du site en tout cas. Bastien qui demande une question, comment ça se passe quand on doit installer un nouveau tag? Alors, Donc, je sais pas si c'est techniquement ou, enfin, en tout cas, je répondais juste sur la partie gouvernance. Je ouais, pense que ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut définir dans les process, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'actions à partir du moment où on implémente un nouveau tag. Ben, en fait, il faut intégrer l'outil de data quality dans les process et donc définir les règles de déclenchement et configurer l'outil. Euh, alors après, sur les questions, je ne sais pas si la question était technique ou. non, mais en fait, c'est vrai que c'est un sujet de gouvernance en vrai. C'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à il y a peu, quand on installait un nouveau tag, c'était simplement tiens, Johnny, est-ce que tu peux mettre ça dans GTM? Il y a le petit bout de tracking là à mettre en place sur toutes les pages. Ça, aujourd'hui, c'est devenu insuffisant, clairement, en termes de démarche, parce qu'il y a toute la partie privacy qui est associée à ça. Il y a toute une partie de documentation qu'il va falloir mettre en place aussi. Et l'idée, c'est qu'il faut avoir un endroit où on sait exactement quels sont les tags qui sont attendus, sur quelle page, quelles sont les données qui sont censées collecter. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a, pour répondre juste à la question comment ça se passe, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'avant parce qu'il faut avoir cette démarche vraiment de documenter en fait tout ça. Et donc, si on va purement dans Synaptic, c'est assez simple, hein, quand il y a un nouveau tag, de toute façon, il va être détecté automatiquement par l'outil. On va dire, OK, c'est normal qu'il soit là ou pas. Et en 3 clics, globalement, c'est fait dans Synaptic pour la partie vérification. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a la partie plutôt voilà, documentation aussi en interne qu'il va falloir tenir. Il y avait une autre question aussi qui demandait comment est-ce qu'on mettait en place en fait, un outil comme ça. Non, il n'y a rien à installer, puisqu'en fait, le principe d'un outil comme Synaptic, c'est de faire de la vérification comme si on était un utilisateur réel. D'accord. Donc, globalement, on va, depuis des serveurs à nous, aller sur le site et naviguer comme si on était un utilisateur réel. Donc, il n'y a rien à installer sur le site. La seule démarche globalement à avoir, c'est d'enlever globalement nos IP des outils de collecte de données. D'accord. Donc, on va faire une exclusion d'IP ou une exclusion par navigateur, bref, peu importe. Il y a plein de façons de le faire. Mais globalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire en intervention technique. Voir éventuellement s'il y a des outils de détection de robots, de simplement nous whitelister dans cette détection-là. C'est des datadomes, par exemple, c'est des outils qui servent à détecter les robots qui font du crawl. Ben, il s'avère qu'on est un robot et qu'on fait du crawl. Donc, c'est normal, en fait, qu'ils nous détectent. C'est plutôt une bonne chose. Et bien sûr, ces outils-là ont des bypass, justement, pour autoriser un outil à faire ce genre de vérification. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, de toute façon, je pense qu'on arrive un petit peu Ouais, on est au bout du truc. à la fin. En tout cas, merci à vous pour votre présence et l'intérêt que vous portez sur le sujet. Je pense que c'est un sujet d'actualité. Et puis, on reste à disposition, Charles et moi-même,
Si vous avez besoin si vous avez des questions a posteriori ou si vous avez besoin d'accompagnement sur le sujet, euh, je te laisse compléter, Charles. Non, non, mais avec plaisir, vraiment, voilà. Contactez-nous si vous voulez aller un peu plus loin sur ces sujets, n'hésitez pas. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Attends, chat, c'est bon, merci. Allez, au revoir. Au revoir.